Le cas général. C'est quoi que j'appelle le cas général? J'ai pas envie de prendre 0 ou 2 descendants, j'ai envie d'en prendre autant que je veux. Soyons fous. On va imaginer des gens qui se reproduisent beaucoup, ou tout simplement des bactéries, ça sera plus raisonnable. Je prends des nombres pk, alors ils peuvent être 0 à partir d'un certain cas, donc je peux prendre 0, je prends pas 1 parce que, souvenez-vous, s'il y a un cas pour lequel pk vaut 1, bah, c'est un arbre qui croît exponentiellement avec k. Hein. Tout à l'heure c'était 2, hein. C'était 2 puissance t. La somme V1, hein. Donc attention, petit détail, là, c'est une somme infinie. Hein. D'accord? Mais on la normalise, c'est vraiment des probas, des proportions. Bah, ce que vous allez imaginer, c'est que si vous refaites à tête reposée mon petit raisonnement tout à l'heure, maintenant, à la génération 1, vous vous souvenez, j'avais raisonné à partir de la génération 1, je peux avoir 0 enfant, ou bien un enfant, ou bien 2 enfants, ou bien 3 enfants, etc. Et dans chaque cas, c'est des cas mutuellement exclusifs, il faut que la descendance de ces cas descendants s'éteigne avant t-1. Donc je vais retrouver exactement le même genre de... Tout va être pareil qu'avant, sauf qu'à la place d'avoir cette fonction, j'aurai celle-là. Si vous reprenez le raisonnement tranquillement, vous verrez, il n'y a aucun changement. Le petit détail, vous voyez maintenant, ça c'est une remarque mathématique, vous avez non plus une somme finie, là c'était un polynôme, hein, il y avait un K max, c'est une série entière. D'accord? Ça c'est une série entière. On l'appelle la fonction génératrice. Alors, je vous laisse réfléchir à tête reposée pourquoi on a envie de prendre P0 strictement positif et P0 plus P1 strictement plus petit que 1. Je vous laisse ça à votre sagacité. Si on se place dans si P0 vaut 0 ou bien P0 plus P1 égale à 1, c'est des cas totalement dégénérés, tout est déterministe. Donc je les laisse tomber, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais mathématiquement, le théorème d'avant, il est juste, exactement comme avant, en remplaçant ce phi par celui-là, si je suppose ça aussi. D'accord ? Ça, je dis ça pour vous montrer que j'essaie pas de vous entourlouper. Donc réfléchissez à ce que ça signifie, hein, le contraire de ça ou de ça. Et petit détail, vous vous souvenez, M c'était tout à l'heure 0 fois P0 plus 2 fois P2. Là, a priori, je peux avoir un nombre infini d'enfants, aussi grand que je veux. La moyenne, ça va être tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, PK, ça va être K fois le poids qu'on attribue, la probabilité. A priori, ça, donc c'est une série à terme positif, mais rien ne me dit que cette chose-là est finie. Hein. Donc je suppose que c'est fini. Rassurez-vous, en pratique, c'est le cas. Imaginez qu'on ait en une génération infinie d'enfants en moyenne, ça serait assez curieux. Mais il y a des modèles en dehors de la biologie ou de l'écologie ou de la démographie où on regarde le cas où c'est infini, mais je n'en parle pas ici. Donc vous voyez, si vous reprenez cette fonction phi là, elle a les mêmes propriétés, exactement les mêmes propriétés, à part que c'est une série entière. Vous voyez que si je prends 0, phi de 0, ça vaut P0, parce que ça garde que le premier terme. Phi 1, ça fait la somme des pk, c'est 1. Et vous pouvez vous amuser à dériver terme à terme cette série. Je ne sais pas si vous avez le droit, mais vous avez le droit en fait. Hein. Alors, dans l'intervalle 0,1, vous ouvrez en 1, pour vraiment être précis. Vous pouvez dériver de ça 2 fois. Et vous allez vérifier que la dérivée seconde est toujours positive strictement. Justement, cette hypothèse va apparaître. Autrement dit, qualitativement, j'ai exactement le même dessin que là. J'ai une fonction qui part de P0, qui va en 1, et qui est strictement convexe, ce qui veut dire tout simplement que quand je prends un petit segment là au-dessus, il est toujours au-dessus de la courbe, quel que soit le segment, qui joint 2 points de la courbe. Je ne sais pas si vous avez vu la convexité, mais c'est juste ça. Ce qui va assurer le fait que ce soit comme ça, c'est qu'il y aura effectivement au plus 2 solutions de phi de s égale s. D'accord ? Alors il reste un petit truc, c'est, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand je dérive, c'est une série entière, je dérive un nombre infini de termes et je prends 1, donc il faut faire un peu attention. Pour ceux qui savent, la limite quand on fait tendre s vers 1 de la dérivée, tout ça, ça marche très bien, il faut utiliser le lemme d'Abel. Si vous avez vu ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Voilà. Donc c'est une application du lemme d'Abel concrète. Le nombre moyen descendant, là, c'est bien défini comme étant la dérivée en 1 à gauche de cette fonction. Voilà, ça c'était la parenthèse pour les accros, ou pour ceux qui connaissent cette chose-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, non, peu importe, faites-moi confiance, donc on a exactement la même situation. Ce qui est remarquable parce que vous voyez, mis à part la notation, c'est exactement le même mécanisme. Donc ça c'est joli. Donc le théorème, je le redis, hein, sous les hypothèses précédentes, la probabilité d'extinction, c'est la plus petite solution dans l'intervalle 0,1 où on exclut 0 parce que à cause du fait que P0 est positif, ça ne va pas arriver.
de l'équation phi de s égale à s. Et vous voyez, pour la même raison, quand la moyenne ici est plus petite ou égale à 1, il n'y a qu'une solution, c'est là. Et c'est le dessin qui est là, par exemple, ou là. Et quand m est plus grand que 1 strictement, eh ben, il y a une autre solution et c'est celle-là qui l'emporte. Quand on itère, on tombe dessus. Voilà. Donc on a résolu. Vous vous rendez compte, on a fait ça, les autres ils se sont mis à combien là? Galton, Watson, Bien-Aimé, Stephenson, Erlang. Non, je plaisante, effectivement. On montre juste par cet exemple que la science est une longue chaîne de gens, d'histoires. C'est ça qui la rend passionnante et humaine. Hein, c'est que les gens ne débarquent pas tout seuls un beau matin en résolvant tout. Alors, vu le temps qui me reste, c'est-à-dire 10 minutes, je voulais, ça je l'ai déjà dit, je voulais vous attirer votre attention sur une question qui vous a sans doute tout de suite percuté l'esprit. Je vois qu'il y en a plein qui sont tout de suite posé la question. Donc j'y réponds, sachant que vous la posez très fort. Vous avez bien compris que l'extinction, ça signifie que xt est nul à partir d'un certain t. Vous avez bien compris que je peux aussi noter ça comme ça, xt tend vers 0. Comme xt c'est des entiers, ça veut dire ni plus ni moins qu'à partir d'un certain t, c'est 0. D'accord? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est, après tout, est-ce que l'autre événement, c'est xt tend vers plus l'infini? Ou est-ce qu'il y a d'autres événements possibles? Qu'est-ce qui me dit qu'à part cet événement, imaginez par exemple que xt tende tranquillement vers, je sais pas, 18 ou 23. Il peut aussi tendre vers l'infini. Et en fait, la vérité, c'est que xt, il y a une dichotomie, soit il tend vers 0, donc il devient nul au bout d'une certaine génération, soit il tend vers l'infini, c'est une explosion. Il n'y a que ces deux possibilités. Donc ça, je ne veux pas vous le montrer aujourd'hui, mais ce modèle, il n'y a que ces deux comportements possibles. Il est impossible de rester, si à un moment la population atteint un certain niveau, elle ne pourra jamais rester dans cette taille-là. Donc si je reformule le théorème, vous voyez, hein, si la moyenne est plus petite ou égale à 1, la probabilité de l'extinction, ce n'est rien d'autre que la probabilité que xt tende vers 0, hein, c'est une autre façon de le dire, hein, elle vaut 1. Alors que si m est strictement plus grand que 1, alors la probabilité d'extinction, c'est cette proba, elle vaut s étoile, hein, donc ce nombre. Et donc, l'événement complémentaire, c'est xt tend vers l'infini. Il n'y a rien d'autre, quoi. Et ça a lieu avec une probabilité 1 moins s étoile. Donc dans ce modèle, alors, bien sûr on peut le critiquer, on va le faire, vous n'avez que deux comportements possibles, soit vous éteignez un jour, soit vous explosez. Ça prolifère à jamais. Alors vous pouvez me dire, ça c'est totalement irréaliste. D'accord? Parce que si ça arrivait sur Terre, il y aurait longtemps qu'on ne pourrait plus y tenir dessus. Et donc, je vous dirai à la fin, tout à l'heure, je mentionnerai comment on peut remédier à ça. En fait, les gens y ont pensé, évidemment. J'insiste que le but de ce modèle, je vous rappelle, c'était de faire le plus simple possible. Et je vous fais remarquer que malgré l'ultra-simplification et le peu d'hypothèses qu'on a fait, c'est quand même déjà assez riche comme comportement. A priori, on pouvait s'attendre à ce que ce soit très ennuyeux, et il se passe déjà beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on complexifie, il se passe de plus en plus de choses intéressantes, mais ceci est une autre histoire. Alors maintenant, vous voyez, maintenant que vous savez que les deux seuls événements possibles, c'est soit s'éteindre, soit exploser, vous pouvez vous demander, s'il n'y a pas extinction, vous voyez, attention, ça, il faut conditionner à cet événement. Supposez que vous êtes dans ce cas-là, hein, supposez que la lignée ne s'éteint pas, à quelle vitesse xt explose? Est-ce que vous avez une idée? Supposons que ça ne s'éteigne pas. Mais en fait, c'est un théorème, c'est pas du tout évident de le deviner, mais en fait c'est comme m puissance t. Comme en moyenne. Mais attention, vous voyez que c'est pour xt, pas la moyenne d'xt. Hein, et c'est si il n'y a pas extinction. Alors c'est un peu abstrait. Alors, au lieu de vous le démontrer, je vais vous le montrer numériquement. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, la population moyenne à la génération t, on a vu que c'était m puissance t. D'accord? Donc si on répète plein de fois un arbre, c'est la taille, la population, c'est m puissance t. Donc on a envie de prendre ça comme échelle de référence. J'ai envie de prendre xt divisé par m puissance t et voir si ce truc converge vers quelque chose. D'accord? Donc je suis tout simplement en train de comparer x de t à sa moyenne. Et vous avez compris, comme c'est récursif, on est en train de multiplier, c'est naturel de diviser et pas de retrancher, comme on ferait si on ajoutait des choses. Donc si on fait ça, alors voilà ce qu'il y a sur ce graphique, là c'est x de t divisé par m de t.
x de t divisé par m puissance t en fonction de t. Alors qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien avoir 3 mains des fois. On peut, donc je me suis placé dans le cas où m est plus grand que 1. Vous allez voir qu'on ne peut pas descendre. J'ai pris plusieurs réalisations. Donc chaque couleur correspond au fait que j'ai pris je pars d'un individu et je regarde sa lignée. Donc il y a la lignée orange, la lignée verte, j'en prends plein. Je peux faire varier ce nombre. Alors on va en prendre un peu moins là pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà, par exemple. Là j'ai pris, on ne les voit pas toutes, mais peu importe. Hein. Là on en voit 4. Hein. La verte, la rouge, la jaune, la bleu turquoise. Je ne sais pas si c'est du bleu turquoise. Donc c'est xt sur m puissance t. Alors évidemment, si xt devient nul, xt sur m puissance t devient nul aussi, hein, vous êtes d'accord? Donc ce qu'on voit là par exemple, c'est que effectivement, celui-là il se crache assez vite, celui-là aussi. Et donc là, c'est précisément il y a extinction. Donc là, on a l'impression en tout cas que si je prends le devenir de cet individu-là, lui, il a l'air de ne pas mourir en tout cas sur ce dessin. Sa lignée ne s'éteint pas. Et vous voyez que ça a l'air de se stabiliser même. Alors ça saute pas aux yeux, alors on va prendre plus de réalisation. Voilà, je vais en prendre... je peux augmenter le temps aussi. Donc là, ça calcule en même temps, hein, je ne suis pas en train de... Donc vous voyez, qu'est-ce qui semble apparaître? Vous voyez que si vous prenez chaque arbre, pas ceux qui se sont éteints, il semblerait que ça, plus ou moins, ça stabilise. D'accord? C'est empirique ce que je dis, hein. Après on peut démontrer tout ça. Chaque chose se stabilise. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que toutes les courbes là tendent vers le même nombre? Non, pas du tout. Vous voyez manifestement, alors là on ne voit pas bien, il faudrait que je montre comment s'agglutine par exemple, si je prends un temps donné, combien il y en a dans cette zone, combien il y en a dans cette zone, je pourrais faire un histogramme, d'accord? Regardez combien il y en a dans cet intervalle, etc. Et en fait, quand je dis que quand il n'y a pas extinction, x de t explose comme m puissance t, c'est pas très précis. Malheureusement, l'énoncé rigoureux est beaucoup plus compliqué. C'est que xt divisé par m puissance t tend lui-même vers une quantité qui n'est pas déterministe, mais aléatoire. Et vous le voyez manifestement là. Parce que si x de t sur m de t tendait vers un nombre, d'accord, bah on aurait une tendance à ce que ces courbes se rapprochent toutes vers une valeur commune. D'accord. Le fait que ce soit distribué comme ça, que ce soit étalé, ça reflète le fait que cette limite, ce qui peut vous paraître bizarre parce que je ne pense pas que vous ayez rencontré ce phénomène jusqu'à présent, vous avez une limite, mais c'est une quantité aléatoire. Donc c'est pas juste un nombre, c'est une quantité aléatoire. Et ça, on sait le démontrer, mais il faut utiliser des maths plus poussées. Donc ça, je vais pas le faire aujourd'hui. Voilà.